Ok, donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, le Flow a l'honneur de vous accueillir dans le cadre de ce festival, le festival Hip Hop and Dance 2023, pour une conférence au niveau des archives, donc les archives de la danse hip-hop dans le Nord, et avec Timothée Bidal, B-Boy Knowledge. Bonsoir. On a travaillé, on a rencontré beaucoup d'acteurs de la culture hip-hop, on a essayé de retracer l'histoire, et le but de cette conférence est justement de vous la présenter. On a forcément eu certaines pistes, on a certaines pistes qu'on n'a pas eues et donc sur lesquelles on ne peut pas rebondir aujourd'hui lors de cette conférence, mais le but c'est d'en faire d'autres par la suite qui vont retracer en fait l'histoire d'autres villes, etc. Voilà. Timothée, je te laisse te présenter. Moi c'est Timothée, B-Boy Bastéo, mais tout le monde m'appelle B-Boy Knowledge maintenant. Donc en fait je suis passionné d'archives, de récupérer les VHS, les archives pour retracer l'histoire. Donc ça fait quelques années que j'embête des gens pour qu'ils me filent leur cassette avant qu'elle soit périmée, qu'elle soit plus lisible. Donc voilà, dans cette conférence, on va pouvoir justement retracer la danse hip-hop de ses débuts dans le Nord, aux années 2000 à peu près, à travers à chaque fois des archives vidéo, photos ou articles de presse. Voilà. C'est bien ça. Et d'où est venue en fait l'idée de commencer ce travail au niveau des archives? Parce qu'il a commencé bien avant que je te démarche entre guillemets. Pourquoi en fait t'as été intéressé par les archives? Ben, je sais pas, moi déjà à chaque fois que j'allais à un événement, je gardais le flyer en souvenir. Après, les cassettes, pour moi, il y a des cassettes qui m'ont marqué, donc il y a eu ce côté un peu VHS parce que j'ai connu ça à mes débuts. Et j'ai des souvenirs plus jeunes, par exemple les tremplins dans la rue La Danse, tout ça. Donc en fait, certains battles que j'aimerais bien revoir donc je me suis dit, bah tiens, moi j'avais quelques H8 parce que j'avais un caméscope, c'était pas moi, c'est un pote qui l'avait. Et donc j'ai toujours cette curiosité de savoir ce qu'il y avait avant. Donc dès que j'ai pu voir les Rocksteady Crew sur YouTube, les vidéos, etc., ça m'a super intéressé. Le magazine Hip Hop Move aussi, c'était une des seules sources parce qu'il n'y avait pas Internet, avant Internet. Et donc ouais, moi ça m'a toujours plu. Donc bon, comme je suis acteur, comme je suis B-Boy dans le Nord, bah, je connais du monde. Donc voilà, j'ai pu gratter entre parenthèses des archives à droite à gauche et les partager parce que je sais qu'il n'y a pas que moi qui soit content de me voir il y a 10 ans ou il y a 15 ans, de revoir un battle et dire ah ouais c'était le feu et tout, tu vois. Voilà. Ok, super. Et forcément, on remercie l'ensemble des personnes qui nous ont donné ces archives, parce que en fait, sans eux, bah, on n'arriverait pas à faire cette conférence aujourd'hui. Donc encore merci à tous. De toute façon, vous allez les voir défiler au cours de cette présentation. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors, l'histoire commence dans les années 80. Alors, on a l'impression que le hip-hop, pour beaucoup, en fait, il est apparu en France à travers l'émission HIP-HOP, une émission sur TF1. Il faut savoir qu'en fait, il y avait de la culture hip-hop avant ça, et notamment dans les années 80. Il y a à peu près un mois, on a eu la chance d'aller voir Jean-Pierre Douterluin, un des premiers danseurs du Nord, donc de la première génération. Vous pouvez le voir ici à gauche. Alors à votre avis c'est lequel? Est-ce que c'est le jeune ou c'est celui avec l'autre jeune? L'autre jeune. Celui avec son ghetto blaster ou c'est l'autre? Celui qui a tête vénère. Exactement, c'est celui-ci avec son ghetto blaster. Et ses gants à l'époque c'était important. Ouais, voilà. Ses gants blancs. Ça. Donc voilà, on peut le voir. On peut le voir aussi sur la deuxième image ici qui a été prise en 1983 à Londres. Donc il faut savoir qu'en fait, les personnes allaient déjà à l'étranger pour découvrir la culture hip-hop et en fait la pratiquer dans celle-ci. Il m'a expliqué notamment qu'il s'est posé vraiment devant ce graphe car pour lui c'était un truc de fou de voir justement quelque chose, une peinture murale comme ça dans la rue et il se sentait obligé en fait de prendre cette photo. On a eu l'occasion de le rencontrer et il a un petit mot pour vous. J'ai d'abord été un passionné de soul, de funk, à partir de 78, donc j'avais 13 ans. Et après, j'ai connu les booms, les dimanches après-midi dansants, où on allait danser le funk. Et après des booms et soirées, j'ai connu les dancing, donc les dancing en Belgique, où c'était gratuit. On pouvait entrer, boire un verre ou pas. Même quand on n'avait pas de thunes, on sortait à pied à Moucron, on allait danser. Vendredi, samedi, dimanche, VSD justement, ça s'appelait comme ça. Et puis il y avait 3-4 dancing à Moucron où on pouvait aller danser, la gratuit. Et là, j'ai pris un petit peu goût à la danse, j'ai commencé à trouver ça sympa, de pouvoir bouger sur la musique et tout ça. Et après, un truc qui m'a marqué, c'était en 81, mon cousin qui était bien plus âgé que moi, et puis il m'avait amené là 2-3 fois à la Barca Jack et au Brasco. Voilà, je découvrais l'univers, les jeux de lumière, les champs
qui s'éclataient, qui dansaient, la musique à fond, et tu dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf quoi. Et après en 82, toujours à la télé belge, je vois le clip Rocksteady Crew, je vois le clip, j'hallucine, je tombe par terre, puis j'appelle mon pote Domingo, je dis oh là tu l'as vu le clip? Il me dit oh je l'ai vu. Et puis après voilà quoi, après on a récupéré quelques cartons qu'on avait mis dans ma véranda et puis on a commencé à s'entraîner, à essayer de reproduire ce qu'on avait vu. Après on a vu un deuxième clip, Up Rock, toujours Rocksteady Crew sur la télé belge. Et après le grand choc c'est quand j'ai vu pour la première fois au cinéma le film Beat Street. Toutes les images là qu'on voyait, je les voyais une fois ou deux, et puis après c'était tout quoi. De 82 jusqu'à 84, on s'entraînait avec Domingo régulièrement. Après il y a Franck Dupont, qu'on appelait Bill, qui nous a rejoints. Et puis on faisait des chorés, de break, de smurf, machin. Puis après on sortait en boîte 3 fois par semaine, on allait en Belgique. Faut aussi savoir qu'en France, dans les boîtes, déjà on rentrait pas. Quand tu sors avec des Abdelhamed, Rachid, Farid, machin, et que t'es un peu typé, et puis t'arrives un peu trop looké ou quoi, en fait, en France, là, on rentrait pas dans les boîtes. Même dans les bars, on nous jetait, on nous servait pas. Et en Belgique, on rentrait et on nous respectait. Parce qu'on dansait, et puis on a fait des centaines et des centaines de cercles. On était les premiers à montrer le break en vrai. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, en fait, la question que je lui ai posée, c'est mais JP, comment t'as découvert la culture hip-hop? Et donc, en fait, c'est dans un premier temps par les boîtes qui étaient situées en Belgique, à cause d'une impossibilité de se rendre dans les boîtes en France, tout simplement. Donc voilà, déjà au début des années 80, ça se passait comme ça. On a aussi une autre personne en fait qui est assez revenue dans le discours quand on parle de la première génération de danseurs, et c'est Farid Berki. On a l'occasion de la voir aujourd'hui dans la salle, donc on va prêter le troisième micro qui est pour le public à Farid Berki pour qu'il nous explique comment lui a découvert la culture hip-hop. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Si tu veux, tu peux venir sur le canapé. Non, mais ça va. Ok, ça marche, super. J'ai peur d'endormir sur le canapé. Ok. En fait, ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est à peu près la même histoire que moi, parce qu'en fait, il ne l'a pas dit, mais on était dans le même groupe en fait, avec Jean-Pierre, et puis un autre copain de quartier, qui s'appelle Ali Nosrad. Voilà, on était 4, on avait fondé un groupe, et effectivement, on partait le jeudi, on partait en voiture, on dormait dans la voiture, on faisait le tour des boîtes, on dormait n'importe où, n'importe comment. Et effectivement, c'était les seuls endroits où on pouvait rentrer dans les boîtes, ou même les boîtes, c'était en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Allemagne. Alors qu'en France, déjà à l'époque, c'était genre 15 € l'entrée, mais personne n'entrait, quoi, pas nous en tout cas. Voilà, on dérangeait trop. Voilà. Et puis on n'avait pas l'argent pour payer les verres. Voilà. Donc c'est la même histoire, moi j'ai une histoire un peu différente, mais globalement le même groupe ensemble en 84 quoi. La petite nuance peut-être que je dirais, c'est que moi c'est le premier sujet pour les émissions de télé pour les jeunes où ils montraient des tout petits passages de danseurs hip-hop à New York. Donc effectivement, comme il dit, on avait 30 secondes à 1 minute à voir. Quasiment personne n'avait de magnétoscope, donc on ne pouvait pas enregistrer. Il fallait juste imprimer et tout de suite s'entraîner. Ok. Donc voilà, et puis du coup ce qui a fait que notre danse elle est devenue singulière et puis elle est devenue une danse de copieur. Et ça c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on est devenus des danseurs chercheurs, c'est-à-dire on a cherché par nous-mêmes à le construire. Alors que ce soit hip-hop ou un peu à côté ou quoi, on s'en fout. L'important pour nous c'était de faire. Et juste on vivait le truc, on n'avait pas d'enjeu ou d'ambition particulière, on vivait le truc et on se posait aucune question. De l'avenir, de ce qu'on viendrait ou quoi que ce soit. Mais on s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à gagner notre vie. Assez rapidement. Mais on a vite déchanté quand en France on a décidé que le hip-hop c'était une boîte pour gamins attardés. Voilà. Mais moi la différence aussi avec Jean-Pierre, c'est que j'ai tout de suite enseigné. C'est-à-dire dès l'instant que j'avais quelques bases, je l'ai tout de suite transmis. Parce que je suis quelqu'un, d'engagé sur le plan social et politique. Et j'ai toujours pensé que le peu de choses que je savais, c'était hyper important de le transmettre. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. On peut l'applaudir.
Donc voilà, tu nous as parlé de transmettre, etc. Malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer des images de quand tu donnes des cours. On a d'autres images pour toi, mais on les garde un peu pour la suite, ouais. tu verras. Mais par contre, on a des images de JP qui donne cours, justement. On vous laisse avec ses archives. 7, 8 et 1, 2, prépare, 3, 4, prépare, 5, 6, Pour info, là c'est dans la rue la danse. 1, 6, 1. Ensuite, le genou, tente sur le dos, vite, ça pousse avec les mains. Roule sur le dos, roule, continue à soulever, faire une roulade. Là, ça fait 10. Lance une jambe, écarte l'autre et tombe vite sur le dos. 80, ils mettent. Tu veux que Nabil réagisse sur Jean-Pierre peut-être? Ouais. Il est où? Alors, ce soir, on a la chance d'avoir Nabil Ouelhadj qui est présent dans cette salle. Il est là, Et on sait qu'il s'est entraîné avec JP. Est-ce que c'est possible de lui passer le micro pour qu'il réagisse, que tu t'introduises, Nabil, que tu dises comment tu as découvert le hip-hop et comment c'était de prendre des cours avec justement ces danseurs de la première génération. Bon, désolé pour les micros, c'est galère, on n'a pas de micro non filaire dans le hall. Je vais en profiter pour approcher les 3 personnes. Ok, alors je m'appelle Nabil Ouelhadj, je suis danseur et chorégraphe. Et j'ai rencontré JP en 89, 90, en même temps que Farid, sensiblement à la même période. Et en fait, il donnait tout simplement des cours dans les centres sociaux de la ville de Roubaix. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert JP et Farid. Et c'était une époque d'émulation où il y avait dans la rue la danse et il y avait aussi d'autres compagnies qui émergeaient comme Funkadelic Force aussi. Et les Funkadelic Force, c'était les grands. Pour nous, c'était les grands de la ville de Roubaix. Et on était tellement épatés de les voir, on avait envie de leur ressembler. Et quand on a croisé JP, Farid et Rachid Chaban aussi, qu'on n'a pas encore cité, mais qu'on va citer j'espère après, qui ont commencé à donner des cours, nous on était très contents. On s'est dit c'est génial, on va passer on danse entre potes dans les couloirs du collège à il y a des gens qui ont bougé, qui sont allés à Londres, qui sont allés en Allemagne, qui vont nous donner un petit peu de technique. Et ça pour nous c'était vraiment génial. Voilà, pour pas faire trop long. Ok, Super, merci beaucoup. Donc pour information, Rachid Chaban c'était bien la personne qui était à droite, sur la photo. c'est ça, à gauche sur la photo, à droite de JP. Donc, bon, alors bien sûr, on parle bien sûr des danses dans les Hauts-de-France, mais on ne peut pas ne pas parler de cet événement, le New York City Rap Tour, organisé par Bernard Zecri notamment, Europe 1, diffusé sur Megahertz sur TF1. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui avaient... Alors, il y en a bien sûr qui ont été à New York, qui ont pris l'avion, etc., mais c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas comparer les prix, etc. Donc, très peu sont les gens qui ont pu aller à New York directement voir les b-boys et prendre la claque et se dire c'est quoi ça, quoi. Donc les autres ils ont vu ça à la télé, comme par exemple Solo d'Assassin, donc un des premiers danseurs avec Sydney, qui a vu ça à la télé, il a dit c'est quoi ça, il a entendu ces sons, il a vu Futura 2000, F40 Bata, etc., Fight Fight Freddy, il a vu les Rocksteady Crew, il a dit c'est quoi ce truc, il a poussé tous ses meubles, il a commencé à vouloir tourner sur la tête et tout, il s'est cassé la gueule bien sûr, mais donc ça c'est vraiment la première fois qu'on voit quelque chose comme ça, que sur la télé n'importe qui peut la voir. Donc bien sûr après il y a eu des films, donc Flashdance on peut pas passer à côté, on va pas traîner là-dessus, mais donc c'est un film qui a la petite scène d'1 minute avec les Rocksteady Crew dans la ruelle, voilà cette scène. Ceux qui l'ont vu, pareil, ça les a choqués, en plus c'était Paramount, donc c'était vraiment au cinéma, c'est resté plusieurs mois, donc il y a des gens qui ont pu, notamment comme Yuval, aller voir plusieurs fois, quitte à rentrer voir la sortie si quelqu'un y ouvre, voir cette scène plein de fois pour essayer de mémoriser les moves et se dire je veux faire pareil quoi. Donc voilà, et cette scène du parapluie, donc à l'époque, bien sûr, encore maintenant, mais moins. Quand tu prenais le pas à quelqu'un, tu te... Ah, tu te fais défoncer. C'est ça. Donc en fait, le pas du parapluie, c'est pas lui, mais il a demandé au grand, on va dire, est-ce que ce pas, je peux te reprendre pour faire une vidéo et tout. Il a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc il fait ce mouvement avec le parapluie. Et donc l'autre, quand il a vu ça, il a dit, mais je ne savais pas que ça allait passer au cinéma, que tout le monde va croire que c'est toi, sur la terre entière, on va croire que c'est toi qui as inventé le move. Donc dès qu'il peut, en interview, il dit, ce mouvement appartient à telle personne, ce qui est normal. Donc après, on a eu d'autres films, on n'a pas mis Wild Style, Style Wars, etc. Mais enfin bon, quelques films comme ça, Beat Street Breaking, quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait plus rien qui passait à la télé, sauf Sydney, et ben ça c'était vraiment des cassettes qu'on se passait en boucle, pour ceux qui avaient la chance de la voir, ou s'ils se la faisaient prêter ou copier. Donc voilà, il n'y avait que ça à l'époque pour les b-boys. Et à titre informatif, qui ici dans cette salle a justement vu un de ces films? Est-ce que vous pouvez lever la main bien haut? Ok, donc il y a quand même pas mal de monde qui ont vu ces films. Ah, ça va. Ok, trop cool.
Alors là, on enchaîne avec une vidéo en 1984. C'est ça, l'oiseau de feu, les smurfers, avec donc des b-boys et le ballet du Nord. Donc déjà en 84, il y avait cette histoire de vouloir mélanger le smurf, enfin, ils appelaient ça comme ça à l'époque, avec le contemporain, quoi. Donc dès le début, quand on va dire en 84 déjà. Plutôt la danse classique. Danse classique? Ah ok, danse classique, merci Fred. Oui, et quand on est tombé sur cette archive, on s'est dit, non mais le truc de fou quoi. À l'ancienne, ils mélangeaient déjà les différents types de danse et on pensait que c'était quelque chose d'assez récent, limite novateur pour ma part vu que je suis beaucoup plus jeune. Et non, en fait en 1984 c'était déjà le cas. Dès le début, ouais. Donc voilà. Cette même année, on a notamment eu l'émission Sydney, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'émission HIP HOP sur TF1 qui s'est déroulée pendant 1 an et qui a permis vraiment de diffuser la culture hip-hop au sein du territoire français. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont pu découvrir la danse à travers cette émission hebdomadaire et ça a touché beaucoup de gens. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes dans la salle qui ont vécu justement cette émission? Est-ce que vous pouvez relever la main à peu près? Mais pas beaucoup. Ok. Émission HIP En fait, HOP. c'est aussi la première fois qu'il y a un présentateur noir, et c'est sur la chaîne TF1, donc c'est une chaîne nationale. Et donc effectivement, alors les jeunes de quartier par exemple, voilà, ils avaient quoi, Starsky Hutch, machin, il y avait rien qui leur ressemblait. Et là, ils voient quoi, des gars de quartier comme eux en jogging et tout, et c'est quoi ce qu'ils font et tout, c'est génial. Donc c'était vraiment, en plus, t'avais une leçon à chaque fois, t'avais un défi, parce que bien sûr le mot battle existait après, donc t'avais un défi à chaque fois, c'était vraiment l'émission avec des rappeurs et tout, c'était le truc de fou quoi. Et on a eu la chance d'avoir une émission qui s'est déroulée à Lille. On vous laisse avec des extraits. Putain, c'est pas vrai. On manque la mienne. Donc vous reconnaissez probablement le lieu. Ouais, ils avaient pas sur un cadre, ouais. Déjà en 1984, il y avait des danseurs là-bas. Bonjour les frères et sœurs. Alors bien sûr, comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que j'aurais chez vous. Et ben on démarre. On est ici à Lille, où va se dérouler d'ailleurs, puisque je suis là, un bon concours de breakdance, une quart de finale, une demi-finale et une finale. Donc super chaud parce que dans le Nord, vous avez que ça break un maximum. Ok, et on n'est pas venu tout seul, j'ai fait venir plein d'invités. Et là, aujourd'hui, vous allez voir les Force MDs qui eux viennent de New York City, où ils sont juste là. The Force MDs. Ouais, donc en fait le cratère, excuse-moi de te couper, c'est vraiment un lieu... Ils l'ont ouvert quand? Moi j'ai commencé là-bas en 98, mais déjà avant, il y avait... moi je me souviens des oncles qui disaient « Ah, tu fais du HIP HOP, je dansais là-bas au cratère ». C'est vraiment le lieu. Alors ce qui est marrant, c'est parce que déjà c'est du marbre, ça glisse super bien. C'est super bien situé, c'est dans le centre-ville. Tu sors du métro, tu prends l'escalator, tu ouvres la porte, tu y es. Et maintenant il y a encore certains b-boys moins, mais surtout des poppers et des crumpers. Donc c'est vraiment un lieu qui reste mythique et où il y a eu notamment les battles nomades. On y reviendra un peu plus Oui, tard, oui. bien évidemment. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le fait d'avoir cette culture hip-hop qui se projette justement dans un lieu aussi central à la ville, ça va correspondre en fait à un mouvement de mobilité géographique de la culture hip-hop qui va passer en quelque sorte des périphéries des villes. On avait beaucoup de stages en fait sous l'effet de la politique d'André Malraux, le ministère de la Culture à l'époque, qui va commencer en fait à mettre des stages, etc. de hip-hop dans les périphéries. Et là, on voit qu'il y a une certaine mobilité, le hip-hop commence à rentrer dans la ville. Et l'importance de ces lieux, c'est justement la visibilité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir la culture hip-hop aussi en se baladant dans la ville de Lille, tout simplement, dans le centre. On a la même chose qui va se passer à Lyon avec l'Opéra, on a la même chose qui va se passer à Paris Trocadéro. avec le Trocadéro. Et par exemple, toi, c'est un de tes amis qui t'a dit concrètement « Eh mec, j'ai vu des C'est anciens tellement là-bas ». fou que, en fait, quand j'ai commencé, je connaissais personne, donc je savais pas aussi, il y en a beaucoup qui en faisaient, etc. C'est lui qui m'avait appris quelques moves. Et il vient sur l'île, il vient me voir, il dit « Ah, sur l'île, il y a des b-boys et tout, ils sont super sympas, viens voir et tout ». Et donc après, j'ai passé ma vie là-bas, en fait, tout l'été, il n'y a que l'hiver. On n'est pas là, après on a eu des salles vers 2001, mais tout le temps là où quand il pleuvait dans le métro, quand les flics nous diraient on repartait dehors même s'il faisait froid, mais ouais, c'est vraiment un lieu pour moi, puis je vois que ça a traversé des décennies entières, donc il n'y a pas que pour moi que c'est un lieu mythique. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'entraîner tous les jours, à voir la petite famille, tu sais, tu vois toujours les mêmes potes, finalement t'as fini l'entraînement, tu vas manger avec eux en centre-ville, voilà. C'est un lieu mythique pour moi. J'ai une petite question comme ça là, qui vient. Qui a déjà vu des danseurs au cratère? Levez la main si c'est le cas. Ok, donc il y a déjà pas mal de danses. Je vois, de gens. Il y a déjà des gens qui dansent là-bas aussi, j'en reconnais quelques-uns, Simon, etc. On a le phénomène aussi Omnizone depuis l'an dernier à peu près, où il y a eu des gros battles qui se sont organisés là-bas. Donc voilà, ça fait plaisir que ce lieu en fait vivait déjà à l'époque et qu'il vit encore aujourd'hui et qu'il continuera de vivre.
On l'espère. Donc voilà. Sur cette photo, on a Sydney en 1984 qui était présent ici à Lille. Et on a notamment sur la photo Jean-Pierre à droite, là, enfin au milieu, enfin en bleu, parce qu'il a participé à l'émission. Donc ça a été coupé au montage, hein, parce qu'il ne pouvait pas tout mettre, mais il était là-bas. Et il nous avait parlé de Farid, donc tu as participé aussi, non? Ou c'est... Oui, vite fait. Ouais, d'accord. Donc voilà, oui, il a fait cette émission. Et en blanc, c'est Ahmed. Ah, merci. Merci beaucoup. MC Ahmed. Ok, super, merci. Donc voilà, la même année, on va avoir en fait justement ce processus de mobilité, etc., qui va s'accompagner, enfin qui est lié directement à l'institutionnalisation du hip-hop qui commence. Et on a notamment la ville de Tourcoing qui va organiser un championnat de Smurf. Et quand j'ai vu JP, il m'a donné le journal et il m'a dit bah regarde, tu vois le trophée qui est là-bas. Et ben en fait, je l'ai gagné ce jour-là avec Sydney. Et donc il avait vraiment un trophée chez lui écrit champion de Smurf, ville de Tourcoing, 1984. Ce truc de fou, quoi. Ensuite... Oui, donc nous, bien sûr, là-dedans, ce qui nous intéresse le plus, ce sera dans la danse par rapport à la région, qui s'est officialisée en 87, mais qui déjà faisait des choses en 86. Après, avant, on avait Black Blamber en 83, 80, je sais plus, j'ai un trou, et Traction Avant en 85. Mais donc dans la rue La Danse, c'était la première compagnie officielle des Hauts-de-France, quoi. On va en parler encore durant la danse. Tu veux peut-être. Ouais, ce serait cool d'avoir. On va prendre votre micro parce que sinon. Ouais, on va prendre le micro public. Donc ici dans cette pièce, on a la chance d'avoir Frédéric Tribala et il va se présenter dans quelques instants et notamment expliquer d'où descend dans la rue La Danse. D'où est venue l'idée plutôt, mais effectivement, moi en 83, j'étais directeur d'un centre d'animation jeunesse, en fait. Et j'ai été confronté à ça, au phénomène danse hip-hop, parce qu'un jour, alors j'explique quand même dans quel contexte c'était, mais ils avaient voulu ouvrir quelque chose, c'était quelque chose d'innovant pour l'époque, hein, une structure qui s'adressait à des 16-25 ans, et, parce qu'il y avait un gang, en fait, dans ce coin-là, qui s'appelait le gang de l'Ardoute. J'explique un peu ce qu'ils faisaient, comme ça vous aurez une idée. Et donc les gars en question, parce que c'était surtout des gars, quand les trains arrivaient avec le matériel de l'Ardoute, entraient en gare, avant qu'ils entrent en gare, eux ils sautaient sur les wagons, ils ouvraient les portes et ils balançaient le matos. Et c'était leur grande occupation. On avait dit ça serait bien qu'il y ait une structure pour que ces gens-là arrêtent de... Parce qu'ils n'avaient pas été arrêtés encore. Hein. Donc on avait ouvert cette structure et moi j'avais voulu... faire quelque chose d'un peu innovant, c'est-à-dire qu'on ne fonctionnait pas le matin, on fonctionnait l'après-midi et le soir. Ça a son importance parce que le soir, on a fait effectivement des soirées. Et un jour, ils viennent me trouver en disant Fred, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour un mec qui est en prison? Et s'il y a quelqu'un qui le prend en charge pendant les 2 mois d'été, et ils vont le libérer à condition qu'il y ait quelqu'un... Et donc, si tu peux écrire au procureur, machin, etc. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il sait faire il danse. J'ai commencé, il danse. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est en 83, moi, danser, à part, je connais que la danse classique, en fait, jazz un peu, mais voilà, on en est là quand même en 83. Il danse, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu verras, il danse un peu comme Jackson, etc. Et donc, moi, je fais ce courrier, et ce type arrive, mais en plus, il me dit... je suis danseur, mais je suis DJ aussi. Bah, j'ai dit, ça tombe bien, on va transformer la salle, là, on va faire une boîte de nuit, en fait. Et donc, moi, je loue du matos, tout ça, on transforme cette salle, et puis, régulièrement pendant l'été, mais après, pendant l'année, le samedi soir aussi, on transforme. Et lui, à un moment donné, je dis, bah, montre ce que tu fais. Et effectivement, lui, il danse debout, ce garçon. Donc, on est dans ce qu'on appelle le Smurf. Bah, je dis, tu vas donner des cours. Et donc, il donne des cours, parce que les mecs de quartier, ça les intéressait. Donc, Il s'appelle comment? Alors, je peux pas te le dire, parce que je l'ai sorti de prison quand même. Il y a des Il est chef d'entreprise aujourd'hui, c'est gênant. Mais voilà, si tu veux, en aparté, je pourrais te donner son nom. Et donc, en fait, spontanément, on a commencé à avoir des gens qui dansaient, qui faisaient du Smurf ou du break. Et ces soirées-là, mais je pense que même eux, ils ignoraient complètement en 83-84 qu'ils faisaient des cercles. Bien sûr. Ils faisaient... et moi, j'avais un copain qui avait un commerce de fringues, donc je faisais gagner des fringues. Mais c'est comme ça qu'on a eu l'idée, parce qu'on s'est dit quand même, quel talent.
C'est un peu dommage, personne ne verra jamais ça. C'est comme ça qu'on a eu l'idée, déjà là en 84, de dire qu'il faudra faire quelque chose sur la danse de rue, on appelle ça comme ça. Et il a fallu qu'en fait, il y ait des gamins de 13-14 ans, parce que bon, là on passe encore une autre étape, parce qu'on est animateur, hein, on était enseignant, mais en même temps on était animateur, genre on s'emmerde quoi. Donc on a passé des gamins de quartier, on en met une louche. Et on tombe sur des gamins, dont Rachid Chaban, que vous avez vu, qui ont 13 ou 14 ans, et un jour ils nous disent, venez, on va vous montrer un truc. Là où on était, il y avait 4000 gamins en fait dans ces structures d'animation. On va vous montrer ce qu'on fait. Il y avait lui, il y avait Hakim Guerab, enfin ils étaient toute une clique. Et nous on se disait, on va assister à un truc de kermesse quoi. Et on s'est assis en fait, parce qu'ils avaient fait un truc très très sophistiqué sur une reprise de Madonna, puis il y avait Perrier c'est fou, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de se dire, on va créer une structure, et la base de cette structure, on va la prendre là où il y a des gamins de 13-14 ans, plus ceux qu'on avait connus avant. Alors j'explique, ceux qu'on a connus avant, c'est ceux que j'ai vus moi au centre d'animation jeunesse, et ceux après, parce qu'on a été faire aussi une audition au Colisée pour pouvoir, pour qu'ils puissent prétendre jouer dans l'Oiseau de Feu les Soirs Fest. Okay. Et donc on a, sur 4000, on en a retenu 200, et sur les 200, on en a gardé 15, et ça a été le noyau de base dans la rue là-dedans. Super. Ok. Bon, nickel. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Par rapport à ça, on peut l'applaudir quand même. Ah oui. Par rapport à ça, on a quelques images justement à vous montrer dans la rue La Danse. Les voici. Donc là, on a des répétitions avant un spectacle. Je vais vous montrer que le stress avant les spectacles a toujours été présent, c'est universel et je pense que ça restera comme ça. On a choisi de garder aussi cette vidéo qui dit beaucoup de choses par rapport à... Un danseur qui rêve de... on va voir ce qu'il rêve justement. Pour information, il lui a dit « Tu rêves de quoi la nuit ?» Il vient de lui répondre « La danse ». Je vous laisse écouter la suite. C'est vrai ? Alors tu rêves de quoi ? De la répétition ou du spectacle ? Un peu de tout. Je suis dans une troupe, je suis déjà danseur qui pense à la télé et tout. Je fais un petit... Je rêve de tout. Des cours et... Très bien marché. Il faut préciser quand même quelque chose, c'est que s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre et Farid pour structurer un peu au départ, c'était juste un groupe de gamins qui répétaient dehors et qui faisaient pas n'importe quoi, mais qui se blessaient même. Hein. Donc c'est eux qui ont structuré tout ça, et on peut dire que si dans la rue La Danse est devenue une des premières structures en France à être structurée, on le doit aussi à eux. D'accord, merci à eux. Super, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ta question, car on a une autre vidéo à montrer à Farid Berki. Je vous laisse écouter. Les grands spectacles de la troupe, et puis je pense que ça a été le point de départ en fait de la reconnaissance à un autre niveau de la troupe. C'est-à-dire que c'était passé d'une petite troupe de quartier qui faisait des animations de quartier à une troupe qui était capable de monter du spectacle, de faire du spectacle avec toutes les exigences que ça suppose. Et donc à partir de là, je pense que l'avenir dans la rue La Danse était un peu tracé, quoi. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être reconnue, et on a apprécié le talent de ces jeunes, non pas parce que pendant ce temps-là ils n'étaient pas en train de faire des conneries, mais parce que c'est aussi des artistes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des gens qui nous ont dit, mais finalement ces jeunes ils ont du talent. Donc voilà, on a cette vidéo qui montre beaucoup de choses, et notamment le passage de la danse de la rue à la scène. Dans la rue La Seine. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Alors, par rapport à ça aussi, on a Farid Berki qui nous explique voilà l'association qu'on fait, enfin la stigmatisation qu'on fait des jeunes, et on a retrouvé aussi une vidéo, enfin Timothée a retrouvé une vidéo qui va justement en ce sens. On vous laisse l'écouter. S'il y avait une ambiance comme ça plus souvent à Dunkerque, c'est qu'il y a un grand nombre de jeunes qui tomberaient dans la délinquance. Toi, t'aimerais bien faire ce genre de choses ? Ah oui, je travaille dans l'animation, enfin je ne travaille pas, mais je viens passer mon repas et j'aime l'animation. Tu sais que eux, ils ont commencé dans la rue, hein. Ils ont pris un radio cassette, ils ont commencé dans la rue. Mais voilà, c'est un bon pas, c'est un bon début, il faut continuer, il faut les forcer, il faut forcer tout le monde à faire ces après-midi-là. Mais non, pas les forcer, pour les... comment dire,
les inciter à commencer à débuter dans ce milieu-là. Et je pense que si vraiment ça leur plaît, ils feront ça beaucoup plus souvent. Et alors ça les évitera d'être des délinquants, c'est clair. Quelque chose par rapport à un domaine qui va intéresser quelqu'un qui est présent ce soir, Nast. Passion. Bien sûr, les graphes. Les graphes. Les graphes, c'est des peintures murales avec plein de couleurs, la délettrage. Toi aussi? Ouais, bah ouais. Le rap, tout. Le rap. Ouais, la funk, le rap, le reggae. Est-ce que t'as envie d'en faire un spectacle comme là? Non, j'en fais pas c'est pour moi. Je vais faire un spectacle, un défi avec tous les graffeurs de Dunkerque. Un concours, ceux qui font les plus beaux graphes. Ouais, mais parce que pour l'instant, il n'y a personne qui les regarde, les graphes? Bah si, mais c'est les bouffons qui les regardent. Les Zoulous. La société, elle pense qu'on fait n'importe quoi quand on fait des graphes. Disons les tags, c'est pourri, tu vois. Les petites signatures dans la ville, c'est pourri, mais des beaux graphes avec plein de couleurs, moi je dis que Dunkerque, ça serait super. Est-ce que par exemple, tu voudrais qu'on me donne un mur exprès Faudrait que Delebarre il bouge un peu là, parce que nous donne des murs pour qu'on puisse exposer nos graphes, nos dessins, ça serait peut-être bien. À Dunkerque, il n'y a rien. Ouais, alors c'est bien. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, j'aimerais bien qu'on passe le micro à Nast. Est-ce que Nast, tu peux lever la main? Ouais. Et la question du coup c'est, toi, dans ta découverte de la culture justement du graffiti, comment t'as vu la différence de traitement qu'on faisait entre les différentes disciplines de la culture hip-hop? Le fait qu'on donne des salles aux danseurs et pas forcément de murs aux graffeurs. Bah c'est marrant parce que tu vois, quand, comme dans une knowledge j'ai évoqué République, moi je me suis souvenu que Mastar des LSD dansait à République en 97. Mastar et Caro, je me souviens, je les ai connus. Ouais. Et j'ai eu l'image tout de suite qui m'a flashé, je me souviens de les avoir vus danser là, donc effectivement ça remonte et c'est réel. Et moi quand je commence en 94-95, c'est lié, la question se pose même pas, tu vois. Donc quand on dansera, il y a des danseurs. Mais assez vite, effectivement, il y a un petit malaise qui se met, qui fait que les danseurs prennent un peu trop de place dans les concerts. Ils veulent faire leur show, c'est normal, c'est leur truc. Mais du coup, on peut se lancer dans la scène, etc., etc. Donc ça nous en met un peu dans les grosses soirées où il y a des DJ aussi. Donc ils prennent un peu trop de place à notre goût, médiatiquement aussi. Ils ont des salles, ils ont des moyens, ils ont des crédits municipaux, etc. Mais c'est pas des questions que je me pose. Moi, les 10 premières années, ça ne me dérange pas où on cohabite entre DJ, entre danseurs, entre rappeurs, etc. C'est plus tard que ça va se scinder et que ça va vraiment s'éloigner. Mais en attendant, on est en soirée ensemble, on danse. On fait nos pas aussi, on se fout un peu de leur gueule, ils se foutent de notre gueule. C'est très bon enfant. Super, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Ouais, puis il y a aussi une séparation parce qu'en fait, on peut pas tout faire. Donc en fait, le break est aussi le level à monter, en graphe, le level à monter. Enfin, après, ça s'est séparé aussi parce que NTM, IAM, etc., ils dansaient avant. Ils ont commencé par la danse, le graphe, etc., avant de faire du rap. Donc en fait, au début, ils avaient des danseurs dans leur concert, par exemple, Joe Star et Colchette, surtout au sol. Joe Star, c'est plus debout. En fait, oui, on touchait à tout. Même moi, j'ai commencé par le rap. Bon, j'ai plus les cassettes, heureusement. J'ai fait un peu de DJing, j'ai fait un peu de graphe. Et finalement, c'est le break qui m'a parlé. Mais chacun avait sa... On peut pas... le niveau technique en break ou en autre chose est tellement loin maintenant que tu peux pas tout faire bien. Donc, bon, je pense que chacun s'est séparé parce que c'est devenu tellement... un niveau technique de ouf que bah voilà, tu vas dans quelque chose et tu peux plus tout faire. Tu peux tout aimer, tout regarder, ce que font les autres, mais pas tout faire, ou tu fais un petit peu, mais pas à fond. Voilà, je pense que c'est aussi ça. Super. Ensuite, on a une autre thématique qu'on souhaitait aborder avec une danseuse, Nadia, qui n'est pas là malheureusement. Voilà, mais on vous laisse avec les images pour vous imaginer un peu le propos. On doit entre nous ? Ouais. Ouais, ça va, on déconne quoi. Non, mais par exemple, les tournées, raconte un peu comment ça se passe. Ah, j'aime bien quand on se retrouve ensemble. On se défonce. On se retrouve ensemble. Bon, en fait, c'est bien quoi, tu te balades, tu découvres des trucs. L'ambiance, ça va les choses à l'époque quoi, ça dépend, ensemble. T'aimes bien faire la route comme ça, être sur les routes pendant plusieurs jours? Ouais, j'aime bien. En plus, je vais voyager pour ça. C'est bien, il y a une bonne ambiance entre nous. On s'entend bien. Ouais, vous avez le temps de voir du pays un peu? Du pays. Enfin, le temps, ouais, ça dépend quoi. Si on a un spectacle de suivant, t'as pas de temps, mais sinon, là, ça va, c'est relax. Est-ce que c'est du temps un peu différent de chez toi, par exemple? Ah ouais, quand même.
Il y a une grande différence. Hein. Ouais, quoi par exemple? Ben, tu sais que t'es tout seul, il n'y a personne qui peut te faire chier ou alors dire ouais, on a vu ta fille ici ou alors on a fait ça. Tranquille, t'es relax, tu dis enfin ouf. Tu t'habilles comme tu veux, Ça plaît. Bah ouais, t'es plus libre, tu dis enfin je peux respirer. Voilà. Donc voilà, en plus des cris derrière quand elle parle et des conneries qu'on fait quand on est en tournée ou autre, on voulait aborder le thème justement de la liberté qu'apporte la danse et notamment quand on est une femme à cette époque. Je vais faire des filles, je rentre pas ton défi avec toi. J'arrive pas tout. Je vais pas faire des défis avec toi. C'est quoi les défis? Avec des jeunes, tu comprends tes mecs, tu vas pas dire. Les défis. Tu vas tout dire. Les défis, c'est quoi ce que c'est des défis? En boîte. Tu fais ça. Quand il y a des danseurs. Elle pisse pour toi tout seul avec Jamais, toute personne. jamais, tu vois. Ça me fait notre rappel à moi, mon bœuf. On a fait des filles avec tout le monde, tous les danseurs, tous les filles. Donc tu prends. Ils ont fait des filles avec tout, ils nous les gravent avec les danseurs et tout. Moi, on a fait des malins en fait. Oui, voilà, putain, voilà. Je te le jure. Ben non, ça joue pas, t'as. Tu crois, moi? Je prenais et tu passes les yeux. Ouais, je sais. Je sais. Oui, donc Voilà. en fait. Oh, excuse-moi. Non, c'est parce que j'étais chaud, j'ai pensé. Non, juste pour refaire la liaison entre donc, Jean-Pierre Douterling et d'autres qui donc, parlaient déjà des boîtes dans les années 80. Là, on est en 92, si je dis pas de bêtises, ils parlent de boîtes. Le week-end, ils vont en boîte aussi faire des défis parce que les battles n'existaient pas encore. Et là, on est en 2004 et encore et toujours les boîtes. Je te laisse lancer le truc. Ouais, Malik, on a un petit truc à te montrer. Qui ça, moi? Ah oui. Donc voilà, c'était un extrait que Afid. Oui, Afid qui devait être là ce soir, mais qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas venir. Mais grosse dédicace à Afid. Et il fait partie des gens qui m'ont filé beaucoup de HS, d'H8 et qui vont encore me filer. Donc merci à lui, un gros soutien. Et ouais, donc c'est lui qu'on a vu tourner sur la tête, faire Malikine, etc. C'est ça. Et par rapport à ça, justement, Malik, on voulait te poser la question. Comment toi, c'est quoi ton rapport aux boîtes? Je sais que tu nous as raconté pas mal de choses par rapport à la culture hip-hop et son entrée dans les boîtes. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un peu plus, et notamment tes débuts dans le MCing? Alors déjà, c'est quand on arrive à rentrer déjà. Ok. En guise de préambule. Voilà. Non, mais beaucoup de soirs en Belgique, hip-hop et tout ça. En fait, c'est ce que j'expliquais. Beaucoup de gens du mouvement, voilà, moi je traînais avec beaucoup de danseurs et tout. Et c'est vrai que les gens avaient tendance à dire que ça se passait beaucoup à Paris et tout, alors que dans le Nord, les gens allaient beaucoup en Belgique et dans les boîtes. Notamment, il y avait une boîte à l'époque qui s'appelait le Las Vegas, où ça se passait là-bas en fait. Le Las Vegas, c'était à côté de Mons, en Belgique, et c'était à côté d'une base militaire, la base Alpha, c'était une base de Marines américains en fait, parce qu'il y avait des bases de l'armée américaine à l'époque. Et il y avait un des militaires qui était DJ là-bas, il s'appelait Kenny, c'était résident là-bas. Et donc je parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. Hein, Farid, je vois qu'il bouge la tête. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de streaming. Donc ce fameux Kenny, il recevait tous les maxi, les nouveautés. À l'époque, c'était beaucoup... on ne parlait pas encore en plus de... Si, il y avait du break et tout, mais en boîte, c'était beaucoup de la New Jack Swing. Donc je me tourne vers mes contemporains là-bas. Et la New Jack Swing, c'était vraiment la musique de l'époque. C'était une espèce de mélange de hip-hop et de R&B avec des breakbeats très accélérés où on dansait, on dansait un peu de la hype dessus, des choses comme ça. Et voilà, c'était la grosse tendance dans les boîtes hip-hop, de ce qu'on appelait les boîtes. Mais c'était même pas des boîtes hip-hop, c'était des boîtes de New Jack et tout ça à l'époque, black music et tout. Et ouais, beaucoup de showcase. Moi, je me souviens, il y avait un groupe, personne de Maubeuge ici, il y avait un groupe de Maubeuge qui s'appelait avant Cosmos. Africa. Africa a engendré Cosmos après. Mais d'abord, c'était Africa. C'était deux frères, Kali, donc Dieu est son âme qui est décédé, et Sekou, son grand frère, voilà, qui avait le groupe Africa.
Et les mecs, ils avaient tout compris. Les mecs en avance, ils avaient une boutique de fringues. Ils avaient ouvert une boutique de fringues à Roubaix. Ils avaient une boutique de fringues à Maubeuge. C'était que de l'import. C'était des fringues, voilà, on a des fringues les plus hype et tout, machin, bref. Et c'est eux qui commençaient à faire beaucoup de showcase dans les boîtes avec des mecs comme, je sais pas si ça parle à des gens, Magic Force, Magic Olbel, tous ces gens-là qui avaient un peu cette vibe à l'américaine et qui faisaient beaucoup de showcase en boîte. Et c'est vrai qu'avec les potes, nous, on a voulu faire pareil. Et c'est là où on a commencé. Moi, j'ai commencé à prendre le micro, machin, ceci, cela. Et c'est vrai que ça a été important. C'est vrai que moi, les gens que je connais, beaucoup de gens, bon, ils allaient à Paris. Tu parlais d'Afid. Afid a beaucoup traîné à Paris. Donc, il a traîné au Hall avec Wanted, mais voilà. Beaucoup d'autres copains qui ont traîné. Nous, c'était le samedi soir, c'était soit le Brasco, soit le Las Vegas, soit c'est de la Lambra aussi à Mons, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, énormément de choses se passaient dans les boîtes en fait. Et les pas de danse, voilà, quand tu regardes, il y a beaucoup d'archives de gens qui filmaient. Brahim qui est pas là aussi, on se croisait souvent là-bas. J'ai déjà croisé Farid aussi là-bas, Farid Berki, on s'est déjà croisé au Las Vegas. Moi je traînais avec un danseur qui s'appelle Farido, que des gens connaissent ici aussi. Donc voilà, c'était un peu la vibe de l'époque, quoi. Merci beaucoup. Oui, donc là, bien entendu, hein, comme Malik le disait, il n'y avait pas Internet. Les VHS, c'était très rare. Alors soit, par exemple, on pouvait aller en Allemagne, au Bad Loser, on l'achetait sur place. Après, il y a eu les magazines par correspondance que j'ai connus, mais donc avant, il fallait aller la chercher, la cassette. Il fallait aller quelque part avec le caméscope qui coûtait cher, des cassettes qui coûtaient cher. Donc quand tu avais une cassette, t'étais le dieu du monde. Donc en fait, si t'étais bien vu, bon, tu pouvais venir chez lui la regarder. Il te la copiait pas, hein. Tu venais chez lui la regarder autant de fois que tu voulais. S'il était gentil, il te faisait une copie. Après, si c'était le 3e, le 4e, le 5e, la cassette elle commence à être un peu, la qualité d'image est pourrie. Mais bon, voilà, c'était des trésors. C'est pour ça que j'ai gardé ces cassettes, parce que pour moi, c'était, il y avait que ça. Donc on la regardait en boucle. Hein. Moi, c'était Bateau Lézard 98. Chez P38, de l'hôpital militaire, si je dis pas de bêtises, à Lille, la première boutique hip-hop qui après a été Bureau to Wear, etc. Enfin, ça a changé plusieurs fois. Et ça y est, un magasin à Lille, je prends le métro, j'y vais, il y a des fringues hip-hop, il y a des trucs des cassettes de Graph, des Posca et des VHS, Wild Style, Battle of the Year. Donc ça c'était, voilà, ces vidéos, je les avais en boucle, il n'y avait que ça. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à la vitesse des cassettes? Non. Si, je rigole. si, alors moi j'ai pas connu parce que j'avais déjà les... C'était une génération d'après, mais en fait, apparemment entre PAL, CCAM, MECAM, etc., NTSC, quelqu'un qui prenait une cassette américaine dans un métoscope européen, en fait la vitesse était accélérée de l'image. Donc en fait c'est pour ça que tous les Européens, Storm, enfin bref, tout le monde, ils ont vu des coupoles rapides, des passe-passe rapides, des têtes, des couronnes, des machins, donc ils se sont dit, voilà, quoi, ils ont appris à la vitesse où ils l'ont vu. Donc en fait quand les Américains sont venus, ils ont vu les Allemands, ils ont dit, ils sont vachement rapides, les Français, enfin voilà, en Europe on avait un style vénère, parce pour nous c'était normal, donc on apprenait à partir en ciseaux comme des vénères, parce que donc en fait on a eu... là-dessus, on était nerveux, c'est à cause de cette histoire de cassette. C'est pas plus mal finalement. C'est ça. Et en plus, par rapport à ces histoires de cassettes, on a eu la chance aussi avec Timothée d'aller en Belgique justement, retourner un peu aux origines on va dire. On a rencontré les Namur Break Sensation. Et en fait ça c'est un extrait de leur livre qu'ils ont sorti. C'est un livre en fait dédié aux archives de la danse, mais au niveau de... de Belgique et de Namur notamment, bien sûr, mais oui, de Belgique. Namur, voilà. Et de toute manière, on va en reparler un peu par la suite. Alors voilà, là on a un peu fini ce gros volet où on explique comment est arrivée la culture hip-hop, comment elle s'est transmise. Et là on va aborder différents crews, différents groupes de danse qui se sont formés. Est-ce que certaines personnes reconnaissent des gens sur cette photo? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main et dites-le haut et fort, on va pas... Mohamed Hider en droite. Mohamed Hider, Saïd Yagoub, Rachid Bouchrim, Saïd Yagoub, Manuel Sanchez. Et alors de profil. Et tout à gauche. Ouais, qui lève la main. Et d'origine italienne ce garçon, mais je ne me rappelle plus son nom. Et Rosen Chiron. Rosen Chiron, ok. Merci. Ok. Et c'était quoi le nom du groupe du coup à l'époque? C'était Dans la rue la danse ou Funkadelic? C'est un des groupes de Dans la rue la danse. D'accord, ok. Mais on voit plus du tout. Donc ça, c'est une image que j'ai récupérée justement auprès de JP quand j'ai été le voir.
Et par rapport à ça, par rapport à son histoire, le 22 février, le mercredi 22, on organise une soirée avec JP. Il y aura un talk de 18h30 à 19h30 et ensuite un entraînement avec lui sur le thème de la musicalité, etc. Avec en guest un DJ Pétondi de Tribu Sans Issue. Donc voilà, un training spécial break pour les intéressés ou si vous voulez venir voir une conférence sur... Voilà, on a déjà quelqu'un qui vient, super. Donc ensuite, on a cette image. Donc comme vous pouvez le lire en grand, pareil, c'est JP qui m'a donné ça. On a les Funk Attitude. Je connais la personne à gauche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sur cette photo et qui est présent dans cette salle. Est-ce que on peut me raconter comment a été prise cette photo, dans quel contexte? Et voilà. Donc bien sûr c'est Nabil Ouelad qui tient le caddie. Ouais, vous allez payer cher les gars. Cette offense visuelle. Alors ça c'est génial. Merci les gars d'avoir retrouvé ça. De rien, plaisir. Je vous la récupère après. Non. Bien sûr. Ouais, bah oui. Donc en fait, ça c'est le début des histoires positives de notre vie. C'est qu'après avoir s'être entraîné solo, comme je vous l'ai dit, dans les halls et dans les couloirs du collège, après on a rencontré des gens qui avaient une idée de structuration de projet. Farid, JP en font partie. Et avec JP, on a monté un groupe qui s'appelait Apple Street Power. Donc l'Apple, c'est le quartier de l'Apple à Roubaix. Et la rue de l'Apple, tout simplement parce qu'on venait tous de ce quartier-là. Et en fait, là, on avait organisé des tournées dans le sud de la France. Et on partait faire le festival d'Avignon en off. On allait dans la rue, danser des heures durant pour justement, partir en vacances parce qu'on n'avait pas de maille pour partir en vacances. Et en plus, nous, c'était le kiff total, puisqu'on dansait. Et là, il y a un extrait d'un spectacle qui est en train de tourner. Voilà. Et dans lequel il y a une harmonie géniale avec des graffeurs qui sont dans le fond de la scène et les danseurs. Et les deux graffeurs, c'est Poco et Selim de Watrolo, donc c'est Applique, son nom d'artiste, et DBA Crew, exactement, Dabom Art. Et là, c'est Zora Zaknoun qu'on vient de voir. Et là, c'est le premier tremplin régional de danse urbaine qu'on a fièrement remporté à l'époque. On était tellement contents, ça se voit sur scène. Hein. Et là, on fait de la hype, comme disait Malik tout à l'heure. C'était vraiment génial, c'était vraiment l'ambiance de l'époque où on dansait comme on avait envie. On se posait pas de questions, il n'y avait pas de cloison. On se faisait vraiment plaisir sans se dire tu fais du pop, tu fais du lock, tu fais du break. On y allait, on dansait. Et certains d'entre eux, là, dans les danseurs, dansaient, rappaient, graffaient, étaient DJ. Et à l'époque, c'était ça. Tu faisais vraiment ce que tu avais envie de faire avec le plaisir et la vibe et l'envie de partager avec les autres, quoi. Et là, le headspin, donc le tour sur la tête, c'est un danseur belge qui le fait, qui s'appelle Shakib. C'est Shakib. Et là, c'est Nordine que vous venez de voir, hein, qui est aujourd'hui officier de police judiciaire. D'accord. Et il y a un petit cookie, c'est 87, la séquence. Voilà. Celle d'avant, 96. C'est 96, 97. 96, la première séquence, c'est un peu flou là. Et là, c'est les 10 ans dans la danse, c'est 87. Ça. Et là, c'est 97. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et ça s'est fait place de Roubaix, il me semble. Ouais. À l'époque, où Roubaix, c'était bien. 5000 personnes. Pardon. Je suis désolé. Merci. De rien. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a d'autres images aussi qui vont venir, en plus de ces images d'Apple Street Power. Ça arrive. Alors, voilà. Oui, Newton Street. Production NDS. Ça arrive. Là, vous reconnaissez probablement Brahim Bouchlaghem. Un ghetto blaster. François. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est Brahim Bouchlaghem qui nous a justement donné ces vidéos avec son premier groupe. C'est ça, Newton Street. Roubaix 2000 notamment. À Roubaix 2000. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Fatar qui peut s'exprimer s'il le souhaite. Ah bah voilà, le micro arrive, merci Nabil, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous conter un petit peu l'histoire de Newton Street, s'il te plaît? Bonsoir à tous.
Alors, l'histoire de New Dance Suite est arrivée juste après dans la rue de la danse, parce que nous avons tous commencé par là. Et suite à cette période, quand nous avons passé dans la rue de la danse, on s'est tous retrouvés et on avait dans l'idée de créer un groupe qui s'appelait New Dance Suite à l'époque. Donc il faut savoir qu'à la base, c'était un groupe où il y avait 5 garçons. Il n'y avait que des garçons à la base. Et au final, on a fini par prendre des filles qui ont donné un coup de peps au groupe. Donc on était beaucoup dans la créativité, beaucoup dans l'échange, dans le partage. On était aussi beaucoup individualiste. C'est-à-dire que quand on était dans les entraînements, on s'entraînait individuellement chacun. On avait chacun nos propres styles, notamment Sari, Brahim, qui étaient beaucoup dans le break. Donc ils étaient énormément là-dessus. Après il y avait aussi, il y avait moi, qui était beaucoup dans le popping. Nadja Genoun, Farida Moussouni, Shira Bougena. Et voilà, après à partir de ça, on a commencé à créer notre propre aventure, on a fait des tremplins régionaux dans la danse, on s'est beaucoup entraîné à Roubaix 2000, parce que vous le citiez juste avant. Roubaix 2000, tu peux nous rappeler à peu près l'époque? C'était où dans les années 90. C'est ça. Donc on échangeait beaucoup avec d'autres danseurs, notamment Apple Street, n'est-ce pas puis voilà, après on a fait des choses avec d'autres groupes. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un autre groupe ensuite, Sixième Sens. Donc là, ce sont des images un peu backstage. C'est ça, un peu backstage, on vous laisse avec. Alors, Sixième Sens, dès qu'ils arrivent, c'est pas ils vont parler du spectacle, c'est pas ils vont dire ouais bon, j'espère que ça va bien se passer, c'est directement la gamelle. C'est directement la gamelle. Hein monsieur Rachid? Oui, la Falda, moi je prends. Oh là là, un ancien. Ouh. Alors là, ce qui est Déjà marrant, un c'est ancien, que quoi. un ancien déjà à l'époque. Bonsoir. Bonsoir. Très chic là, ce que je vois. Merci beaucoup, moi j'ai rendu d'ensemble, je suis sympa. Pour faire la fête. Quoi? Ouh là là, Mister Boss. Non mais j'aime même pas. Attention. Alors, Nabil, un petit mot pour commencer. Petit mot, je suis heureux d'être là, en compagnie de toute l'équipe. Ils crèvent de faim, ils nous cachent même pas. Ils ont faim. Ok. Ouais, vous avez jamais mis un backstage ou Salut. T'as fait l'Olympia hier? Petit mot. Attends, il est bon. Petit mot. Non, là j'ai compris. Petit mot. Tu vois bien fatigué, on attend la grosse. Voilà, on attend la grosse. Cham. Voilà, en fait, il faut manger quoi. Alors, ça va à Paris là. Monsieur Izam. Juste une petite aparté, on voit Sari. Sari, c'était un peu le doc de Roubaix, si je dis pas de bêtises. Hein. C'était vraiment le technicien, parce que même moi je suis passé dans ses mains longtemps après, mais ça se voit qu'il a des techniques de ouf. Apprendre Thomas, tu mets une veste pour pas lever les pieds, pour frotter, enfin plein de techniques. Il décortiquait chaque VHS pour comprendre le move, et après il avait vraiment la façon de t'expliquer, que tu comprennes direct comment un move il est, quoi, par rapport à ton corps, comment tu fais, comment t'expliquer à toi. C'est pas la même façon d'expliquer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'était le doc en fait. Il analysait, il dépeçait une VHS et il comprenait tout, il l'assimilait et après il enseignait aux autres. Donc une grosse dédicace à Sari qui a une place très importante dans les power moves notamment. Voilà. Ok, alors là il nous reste un peu 20 minutes, un peu moins de ça passe vite. 20 minutes, donc on va essayer de faire un peu vite, car après il y a un spectacle. Oups. Alors, ici, on a des images que les NBS, les Belges dont on parlait tout à l'heure, les Namur Break Sensation, nous ont donné. C'est des images en fait de Brahim avec eux, quand ils avaient créé ce qu'on appelait le groupe Belgian Hip Hop Alliance. Belgian Hip Hop Alliance. Ils se sont rendus en 96 au Battle of the Year, donc l'un des plus grands battles du monde. À l'époque, il n'y avait que ça. Enfin, il n'y avait que ça. C'était le plus grand. Voilà. Et est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Comment justement est venue cette proposition? Non. Je vais t'embêter avec ça tout ça. Oui, en fait, alors
Donc oui, Brahim un soir reçoit un coup de fil parce que donc il s'entraînait avec les Namur Break Sensation de temps en temps. Et en fait, donc ils ont eu l'idée de Battle of the Year, donc ils appellent chez lui. Ouais, tu fais quoi telle date et tout? Je sais pas et tout. Viens, on va Battle of the Year. Là, il m'a dit c'était vraiment il pensait même pas, enfin tu sais, Battle of the Year et tout, ouais, c'était cadeau de Noël quoi. Il dit bien sûr, je viens avec vous. Et donc voilà, ils sont partis. Voilà, là on les voit donc avec il y a Storm, habillé tout en rouge. Ouais. Alors, tout à l'heure, justement, on parlait de la transmission de la danse hip-hop et on a notamment cité la cassette de Storm qui est quelque part ici. Ouais, là. Donc voilà, c'est une cassette. C'est une cassette et en fait que chaque danseur, mythique. En tout cas b-boy, tous ceux girl, qui l'avaient l'ont pensé. Ont eu. Et donc là, on l'a ici en rouge avec Brahim qui est ici en blanc, Brahim Bouchlagem, et les NBS tout autour. Tout autour, voilà. Donc on a Botti 96. On connaît à droite, non? Malik. Donc à J4 en 95. Ouais. Donc dans la rue La Danse, a organisé donc un gros événement avec des Américains, Mr. Freeze, Kid Freeze, Hugo Smooth Wizard et d'autres. Alors ça c'était vraiment l'événement de ouf. Et, donc il y a des gens qui sont venus de Belgique. NBS on les voit dans le cypher. Parce qu'à la fin il y a eu un cypher. Un défi, enfin ils appelaient ça un cercle quoi. À la fin dans le hall ils ont tous, bien sûr ils viennent de loin, il y en a qui ont dormi dans des bus, ils veulent tous danser dans les autres. Donc tu vois des Allemands, il y a Somiti et Soniki pardon. Et une big girl, je sais pas comment elle s'appelle, il est avec un de ses potes. Donc il y a des Belges, il y a Déliqué qui est là, il y a Fourmi, une Namur Break Sensation bien sûr. Il y a Big Girl Hurricane qui fait les Just for Rocket. Plein de monde, Guillaume Legras bien sûr, etc. Enfin tout. C'était tellement un gros événement que tout le monde est venu en masse, c'était le truc de ouf quoi. Les Américains sont là. Donc après, suite à ça, Brahim a demandé s'il pouvait les ramener dans sa salle à l'Alma le lendemain. Ok. On va montrer les images après. J'ai juste une question en fait à poser à quelqu'un ici dans le public. Donc là, on a montré certains acteurs de la culture hip-hop parce qu'on a récupéré des archives, des images, des vidéos, etc. On a notamment Romu qui est ici présent. Donc, est-ce qu'on pourrait lui passer le micro? Est-ce que Romu, tu peux lever la main, s'il te plaît, et nous dire comment tu as commencé en fait à danser, ton entrée dans la culture hip-hop? Bonjour. Moi, j'ai vraiment été attiré par la culture, en fait, par le mouvement. Pas forcément directement par la danse, c'est vraiment le hip-hop, le mouvement. Je fais partie des gens où ils se sont essayés un peu à tout. Le rap, comme certains, les dossiers sont scellés, ça faut pas être sorti. Ah, tu les as encore? Moi, je les ai brûlés. Hein. Bref. Le graffiti, mes parents sont venus chercher 2 fois au commissariat, j'ai vite arrêté. La même. Voilà, et après la danse, c'est la danse qui m'a parlé le plus. J'ai vraiment commencé à l'ancienne, bas des cités, des cartons et tout ça, voir ce qu'on pouvait attraper parce qu'à l'époque on n'avait pas d'infos. Donc déjà la première mission c'était de trouver des gens qui pratiquaient. Quand toi tu voulais en faire, déjà la première mission avant tout c'était de trouver quelqu'un qui en faisait quelque part. Après, il y en avait de plus en plus, mais j'ai eu la chance de trouver des petits noyaux comme ça. Donc j'ai vraiment commencé comme ça, dans la rue ou dans les MJC, comme on pouvait. Je faisais du basket à côté, et le basket, la street culture, tout ça. Il y avait des gens, des fois, dans des matchs de basket qui faisaient des coupoles aussi, donc on arrive à attraper des mouvements et tout ça. Et de là, avec mon petit groupe de potes, en fait, c'est là où j'ai connecté avec Nabil, avec Apple Street Power. Moi, j'ai commencé en 92 à peu près, en freestyle comme ça. Vers 95, 80, un truc comme ça, je sais plus, 95 à peu près. Il y avait effectivement, comme disait Nabil, ils avaient déjà structuré un truc à l'Apple et ils accueillaient des jeunes, ils avaient une salle et tout. Enfin, Nabil, pour moi, c'est pas Nabil, c'est Astro. Oui, B-Boy Astro, oui, c'est vrai, c'est B-Boy Astro, c'est vrai. Ouais, c'est B-Boy Astro, c'est un phaseur de ouf, on le voyait faire ses phases. Moi, j'étais fan de ouf, tu vois, il y avait Astro et Vegeta, Cham. Ouais, Cham, Vegeta, pour moi, c'est les 2 références en phase et tout ça. Donc c'est là où j'ai connu un peu plus le côté crew, on va dire, avec Apple Street Power, où ils avaient des plus petits. On avait fait aussi la première partie des sages poètes de la rue et tout ça. Le survêtement blanc, je l'ai eu aussi à un moment donné. Le survêtement blanc, etc. Et après, je prenais le bus pour aller en cours. Et j'ai rencontré un pote dans le bus qui venait de mon ancien quartier à Villeneuve d'Ascq, à la Cité Babylone.
Ok. Et il m'expliquait justement, ouais, mais nous au quartier et tout, il y a du break, on est plein et tout ça, reviens au quartier. Et je suis retourné au quartier, et là en fait, il y avait effectivement des cours, des animations, plein de trucs, gérés par Farid. Ok. Farid en fait, il était aussi dans la transmission, mais que je ne savais pas, en fait, il y avait déjà une grosse transmission dans mon ancien quartier plus jeune d'enfants, quoi, de maternelle, primaire, etc. Et c'est là en fait où je suis retourné aux sources, dans le quartier, avec mes potes où j'ai grandi et tout ça, où on a créé le groupe Babylon System. En quelle année vous avez créé ça? C'est plus 96, un truc comme ça, je suis pas dans les dates, j'ai pas ok, à peu près, ouais. 96. Et pour moi, dans cette époque-là, c'était pour rebondir sur Malik aussi, c'était Babylon System à J4, quoi. Ouais. Tu vois, on se rencontrait souvent. Parce qu'après, il y avait d'autres crews de Douai, plus loin et tout, etc. Mais le plus proche, en fait, géographiquement, c'était à J4 et Babylon System. Ça s'entraînait souvent. Ça s'entraînait porte d'Arras, il venait chez nous et tout, mais souvent on se retrouvait en battle et tout ça. Moi j'étais un peu le phaser, donc je me tapais Afid, Small Half, avec son t-shirt Superman, à fond. Voilà, et de là, j'ai toujours avec Babylon System, nous on est parti un peu plus vers le show, un peu plus vers la création. On se tentait à la création, vu qu'un peu notre parrain c'est Farid, donc on nous emmenait voir des spectacles, dans des trucs de football pour nous. Du coup, nous on a tendu un petit peu plus vers la création, jusqu'à en 98 où Farid il m'a proposé un premier rôle sur une pièce qui s'appelle Petrouchka. Farido était aussi là, non? Où j'ai remplacé Farido sur une date où Farido ne pouvait pas. Et Farid m'a dit, viens faire un spectacle. Il m'a dit, tu sais faire quoi? Je dis, moi je break, je suis un phaser. Il m'a dit, c'est cool, tu feras tout sauf ça. Ils me sont retrouvés avec du maquillage, avec une cape, en train de danser sur du Stravinsky, avec du violon, un monocycle et tout. J'ai fait, waouh, c'est quoi ce bordel? Une date à Paris, j'étais en stress comme ça et tout. Et après, par la suite, à cette époque-là, j'étais en manutention. Je travaillais Manpower, Adecco, tout ça, j'avais arrêté l'école tôt. Et 3 mois après, Farid, il me rappelle et il me dit, j'ai décroché une tournée pour l'éducation nationale, Quimper, Brest, Lorient. On avait 45 dates en 3 semaines. Wow. Ah ouais, donc 2 fois par jour, tous les jours. Donc il me dit, plus un film, une captation avec Jean-Pierre Thorne. Enfin, ça c'est un truc super important dans votre documentaire. Jean-Pierre Thorne, c'est un axe bien sûr dans la culture. En fait, je voulais pas prendre d'image de Faire kiffer les anges, on voulait garder des images perso du coin. Cool. Sinon, pour un moment, on avait pensé mettre ça, mais on s'est dit, bah non, on va garder nos archives à nous. Ouais, mais c'est super connu, Faire kiffer les anges. T'as fait du lien parce que t'as parlé de ta Farid ou d'autres personnes d'ici dans Faire kiffer les anges. Ouais, après, il y a eu le truc aussi. On n'est pas des marques de vélo, où justement c'était pour la double peine de Bouddha qui était jugé, etc. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Et donc du coup, Farid m'embarque dans son histoire de 3 semaines, donc moi j'arrête de porter des cartons à Manpower et tout ça, il m'embarque avec lui Quimper, Brest, Lorient, je comprends rien ce qui se passe, 2 dates par jour, des fois 3 dates par jour, c'était que des écoles. Au lieu d'aller voir un film ou de lire un livre, venez voir des spectacles. Et en sortant de là, en fait, au bout de 3 semaines, il me dit, bah tu fais quoi? Je fais, bah moi je retourne à Manpower, faut que je travaille. Et il me dit, bah t'es intermittent. Je dis, bah, c'est quoi ça? Tu vois, j'avais pas compris le process en fait. Il m'a dit, bah maintenant tu as un statut, tu peux en vivre, etc., etc. Et du coup, il m'a intégré dans la compagnie Melting Spot. Comme au début, tu vois, j'étais sur le banc de touche, j'apprenais un peu des parties de tout le monde, et des fois, il me faisait rentrer, il me disait, vas-y, là tu rentres, tu fais 4-8, etc. C'est comme des chants. Des chants, voilà. C'était Bert qui chante. Et après, du coup, j'avais l'opportunité de danser avec des Brian Bouchlagem, qui était un des danseurs principaux de chez Farid sur ses pièces, Guillaume Legras, Ludovic Tronchet, etc., etc. Et en fait, quand Guillaume Legras il est parti d'une pièce, en fait, il m'a dit vas-y, rentre, comme au foot, vas-y maintenant. Et en fait, j'ai suivi le process d'une pièce à l'époque qui s'appelait Invisible Armada, où Farid avait fait venir des Brésiliens. C'est la première fois qu'il y avait un mélange hip-hop avec des Brésiliens en capoeira. Et à partir de là, il m'a gardé bam 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 pendant 5 ans, 6 ans, jusqu'à finir une fois assistant chorégraphe de Farid Berki sur une pièce qui s'appelle Sifu en quête de hauteur, en partenariat du cirque de Pékin, en Chine. Et après, il m'a dit c'est bon, je t'ai tout appris, va-t'en. Merci. Merci beaucoup.
Alors, ce qui est marrant, c'est que tu nous as parlé de Port d'Arras aussi. Donc là, on a un autre truc à vous montrer encore. Et ça fait référence encore au lieu mythique en fait, et notamment Mairie de Croix. Alors ce qui est important, c'est que, par exemple, moi pendant assez longtemps, ça a été mon arrêt de métro. Et en fait, j'avais jamais su qu'il y avait une telle histoire dans Mairie de Croix. Je vous laisse la découvrir. Ils viennent dans la rue, quoi. C'est pas... Tu peux pas dire, ouais, je suis danseur hip-hop, et moi je danse pas dans la rue parce que j'ai peur de me salir ou j'ai peur ceci, cela. Le vrai hip-hop, ça se passe dans la rue. C'est un art, on travaille, on a élu. Il y a du temps, il y a plein de choses derrière. Et que les gens, ils s'en rendent. Est-ce que tu peux laisser là? C'est l'endroit où nous on s'entraîne le dimanche, parce que le dimanche c'est vrai qu'on n'a pas de salle, donc c'est le seul endroit où que le sol il est assez lisse, c'est le lieu de rencontre de tous les danseurs en fait, de Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, Douai, Boulogne, Dunkerque. Là, des fois on est au moins une bonne cinquantaine quoi. Une bonne cinquantaine, et c'est vrai que des fois on peut s'entraîner et des fois non parce que la police vient quoi. Légal de s'entraîner ici. Parfois c'est vrai qu'on gêne parfois le passage, mais on fait en sorte quand même de ne pas gêner les personnes, ceux qui prennent le métro et tout ça. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est mieux de s'entraîner ici que de traîner dehors et à rien faire. Quoi. Que, bon, c'est pas ce qu'on fait, on est tenté à faire des bêtises. C'est pas toujours bien pour les parents et pour nous. Et donc voilà, on essaie de s'entraîner ici, mais on a parfois des problèmes avec les autorités qui ne comprennent pas pourquoi on est là. Pourtant on fait rien de mal, ils le savent, et bon, regardez, ça se passe très bien quoi. Il n'y a pas de gens qui fument, qui jettent des papiers, qui dégradent. On est tous dans une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Donc voilà. En fait, à Mairie de Croix, c'était un spot de ouf. Croix-Mairie à l'ancienne. Maintenant, ça s'appelle Mairie de Croix. Ah d'accord, c'était Croix-Mairie et il y avait des fois des battles qui s'organisaient aussi là-bas. Donc on savait qu'il y avait un battle samedi, d'autres personnes on y allait. Brahim en a fait, enfin plein de Cham en a fait. Ouais, enfin c'était vraiment effectivement, il y a eu République, il y a eu ça aussi, ouais, c'est vrai. Okay. Quand j'habitais Tourcoing pendant une période, c'était plus près de chez moi que République, donc j'avais plus là. Ok, donc, ça marche. Ouais, lieu mythique aussi. On a une autre vidéo à vous montrer. Avec nous, il n'y a pas de différence, on est tous ensemble. Mais vous êtes en deux groupes là. Ouais, mais je veux dire, là on s'est bien entraîné aujourd'hui en même temps et ça n'a pas dérangé. C'est pour autant qu'on se voit plus haut que eux, quoi. Voilà. On est du même. En plus, nous on est plus petits qu'eux et nous, ça nous motive. Ça nous motive encore plus. Parce qu'on les voit, ils dansent bien. Et ça nous motive, nous aussi on veut bien danser, ça fait on travaille. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que la dernière personne qui a parlé, c'est Moustique. Et il faut savoir qu'il va jouer dans 30 minutes ici, au festival Hip Hop and Dance. Donc on vous invite à le voir. Voilà, on voulait le placer ici parce que, en fait, on se rend compte qu'en fouillant dans les archives. Ouais, comment? Allez, pardon. Ouais. Non, je disais juste, il y a aussi Salah quand même, qui est quand même une grande figure. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, ouais, je voulais Oui, juste bien rebondir sûr. sur le fait que, bien sûr. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, les personnes qu'on voit dans les archives, en fait, elles ont toujours un impact maintenant, et c'est ça qui est fou. Voilà. Donc, comme tu en parlais tout à l'heure, en 95, il y a eu un événement majeur. Ouais, donc l'événement dont je parlais tout à l'heure, effectivement. Donc du coup, les Américains sont arrivés, donc il y avait, je sais plus, Canal 9 et je sais si l'autre... Ça c'est Mr. Freeze, il filmait tout. Et donc bref, ils se sont fait interviewer, plusieurs télés sont venus. Et Brahim donc, lui a dit, tu peux venir, ou je sais pas s'il avait demandé à Fred ou s'il avait demandé à Freeze directement, je sais pas, de venir s'entraîner avec lui à la salle de l'Alma. Donc c'est la vidéo qu'on va voir après, je crois. Ouais. Je vais laisser un peu couler peut-être. Ouais, je vais mettre Not as many moves, but clean like this, free. I know what you're saying. Here I am in Roubaix. I got people from Belgium representing here. I got some Zulus from everywhere. I keep these. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, il n'y a pas vraiment de vlog de break sur YouTube, à part certaines personnes qui en font. Je citerai pas de nom. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, à l'époque déjà, rien quand on avait sa caméra, on faisait déjà des vlogs. Bref, c'est un truc de fou. Voilà. Donc là, Mr. Freeze dans le Colisée, qui s'apprêtait à passer sur scène. Et on va vous montrer les archives de l'entraînement à l'Alma.
Donc ça, c'est un entraînement dans l'hôtel. Ah bah bien sûr, quand t'es un b-boy et que voilà, tu t'entraînes partout. Donc là, il y a un petit peu de carrelage, on y va. Donc là, c'est Somiti d'Allemagne, une big girl, je ne connais pas le nom non plus, d'Allemagne. Et ouais, voilà, ils dansaient partout, hein, ce qui est normal. Oh my god. Donc pendant ce fameux entraînement, à un moment Freeze, là, il filmait tout et puis il voit la fenêtre, il dit c'est quoi ça et tout. Et donc Brahim lui dit c'est les usines quoi. En fait il se rend compte que c'est un peu comme le Bronx chez lui quoi. Il voit que c'est dépravé, que c'est Roubaix ça ressemble un peu au Bronx de chez lui si on peut dire. Donc on voit qu'il est surpris en regardant ce qui se passe à la fenêtre et il le filme. Et ça, Brahim, il en avait parlé, donc c'est pour ça qu'on a mis cette archive-là. Pareil, donc ils se sont dit, ils nous demandent d'aller dans leur salle, donc c'est bien, on va leur donner des cours. Donc en fait, Mr. Freeze, Kid Freeze, etc., ils disent, bon, on va leur montrer un peu des footwork, un peu des coupoles et tout ça. Et en fait, ils voient que Brahim, il y avait Brahim, Cham, Sari. Voilà, les gars, ils font des coupoles de ouf, des fly, ils tournent sur la tête, il y a des couronnes et tout, donc ils se sont dit, merde, en fait, ils savent bien lancer. Ils étaient un peu surpris, ils pensaient à la base venir donner des cours, ils se sont dit, il y a du level quand même à Roubaix. Bon, parce il faut préciser qu'ils ont accepté de faire ça dans la région un peu partout, gratos. Ouais, ok. Ce qui pour des Américains. Oui, c'est vrai que Mr. Freeze, il a accepté de faire ça gratuitement dans plusieurs régions. Gratuitement. Ouais. Allez, il nous reste 5 minutes. Alors, on va accélérer un peu. Ah oui, on a une petite anecdote justement sur l'arrivée des Américains qui a été racontée par un membre de 6e Sens. Un jour, je leur avais vu dans l'appart, et au bout de là, j'entends pas de ouais, comment ça se fait? Il était dans la cuisine et j'entends. Voilà, je me lève, regarde. Ah, le chien, comment tu fais ça? Mais non, mais c'est normal, il y a que dans Thriller. C'est normal. Il y a que dans Thriller. Il répète, Thriller, il répète. Après, je rentre dans la cuisine, je rentre dans la cuisine, je le vois. C'est pas quoi ça. Moi je l'ai moi. Voilà, je viens. Parti, elle voulait le prendre un peu ça. Il était sympa. Il vient faire il a pas de moyen. On est bien fort. On a trop le shit au peu. Il voulait plus dormir tout seul dans la part. Non, je te chie, il t'a attrapé, toi, et t'as retourné. Il y a quoi dans la boucle, aussi. Donc voilà, là c'était pour vous montrer qu'en fait ça balançait un peu des anecdotes en soirée. Donc là on parlait de Popin Taco et il disait qu'il avait croisé dans la cuisine en train de faire les moves de Thriller, le clip de Michael Jackson. Donc là, bien entendu, il y avait aussi Martine Legras qui faisait beaucoup d'événements dans son coin, dans le 6-2, enfin bref, il y a plein de villes, je ne vais pas tout citer, mais oui, on n'oublie pas son implication. Elle a fait beaucoup de battles, elle a fait des workshops, elle a fait venir Actuelle Force, elle a fait Popin Taco aussi, enfin bref, il y a eu plein de battles, notamment les Battle Time dont on avait le flyer. Donc voilà, elle a eu un rôle très important dans tout ce qui est 6-2, on va dire. C'est ça. Et cette partie-là, c'est pour vous montrer qu'en fait, les choses ne se passaient pas qu'uniquement à Lille, Roubaix, et qu'en fait, il y avait des danseurs aussi sur les extérieurs. Notamment là, on va vous montrer des extraits de Rachid. Donc Rachid de Bailleul, qui a créé en fait son école de danse ensuite, par la suite dans les Flandres notamment. Et ce qui est marrant, c'est que même moi, par exemple, quand j'ai commencé la danse, j'étais un élève de Gaëtan Réan, quelqu'un que je salue aujourd'hui, qui n'a pas pu être présent, comme certaines personnes ici dans cette salle. Et en fait, lui-même était un élève de Rachid. Donc pour vous montrer en fait l'importance de certains aussi acteurs de la culture qu'on n'identifie pas forcément à Lille et à Tourcoing et à Roubaix. Chacun dans son coin a fait... chacun. Certaines personnes ont joué un rôle... Là, c'est Boulogne, c'est un Boulonnais. Exactement. Donc Philippe. Clash One, il s'appelait son nom de b-boy. Et derrière, on voit Johnny Desjardins. Donc c'est ça, il n'y a pas qu'à Lille et à Roubaix ou Paris. Hein. Il y a bien sûr Boulogne-sur-Mer, Bailleul, etc., Libercourt. Ouais, il y a partout. Grande-Sainte, etc. Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup de villes dont on ne peut pas parler aujourd'hui car on n'a pas encore récupéré les éléments. C'est c'est beaucoup de travail en fait de récupérer ces éléments et par la suite en fait le but c'est de faire d'autres conférences justement sur les extérieurs, les périphéries de la culture hip-hop dans le Nord. C'est ça, parce qu'en fait moi dans ce que j'ai à numériser, j'ai numérisé que la moitié. Donc déjà quand j'aurai tout numérisé, il y aura
on pourra enlever des choses, remettre d'autres. Et on contacte justement des gens d'autres départements des Hauts-de-France. Donc là, la conférence, si on la refait, elle va changer, elle va être toujours voilà, différente. Vous pourrez à toutes les conférences, elles sont jamais pareilles. Donc voilà. C'est une invitation. Et là, c'est ça. Ensuite, on a une dernière thématique qui est en fait représentative un peu de l'expo qu'on a essayé de montrer ici. Donc vous pouvez voir sur ce mur, en fait, la prochaine fois que vous allez repasser devant, vous allez distinguer certaines choses. On a mis des photos qu'on a mis ici dans les slides, et vous allez un peu plus comprendre en fait les liaisons entre tout. Et notamment, on a au centre le cratère, donc le cratère de République, parce qu'il y a eu des gros événements là-bas, des gros événements de break, notamment les battles nomades. Est-ce que Malik, tu pourrais nous parler justement de ces battles? On sait qu'à côté, il y a eu aussi les battles Brahms à Roubaix, etc. Comment est né les battles nomades et comment justement ça a été accompagné par la ville de Lille notamment? Alors déjà, je voudrais faire une grosse dédicace à mon pote Hicham Moine qui a fait le visuel. Voilà, pour ceux qui connaissent, Hicham, c'est un tueur, un putain de graffeur, un putain de graphiste. Voilà. Donc ça, c'est le cratère de République. Il faut savoir qu'en 2023, le faire dans les conditions où on le faisait, ça aurait été impossible. Il faut savoir qu'on a eu des battles où le cratère était blindé, on avait 3 agents de sécu. Voilà. Aujourd'hui, en tant que responsable de structure, je ne devrais pas dire ça, mais voilà. Et du coup, le postulat était simple, c'est qu'on était plusieurs. Il y avait Afid, il y avait Christian. Alors, une grosse dédicace, il n'est pas là aussi, à mon pote Christian, qui a fait aussi, qui est beaucoup de danseurs qui aujourd'hui dansent aussi. Il y est, il est là. Je ne le dis pas à sa place, mais lui, il le sait, il me l'a déjà dit. Donc, il y est, il y a pareil, à côté aussi. Donc, voilà. Donc, il y en a plein des danseurs. Voilà. Et avec Christian, David, Afid, voilà. Un été, on se faisait chier, personne partait en vacances, on n'était pas en couple, on n'avait pas d'enfants, on s'est dit, allez, on a été voir la mairie, on veut faire un battle itinérant. Ok, comment ça va s'appeler? Battle nomade. Et on s'est dit que pendant juillet et août, on avait juste besoin d'un système son, d'un tapis et de platine, et puis qu'on allait un peu partout, et que la première finale, on l'a fait. Alors là, pour la petite histoire, c'est la salle du conseil municipal de la ville de Lille. Donc on a pu faire la finale pour la première et la dernière fois. Parce que j'ai jamais vu la police municipale autant PLS que ce jour-là. Donc pourtant ça s'est super bien passé. Voilà. Et donc voilà, et ce battle, l'air de rien, il a duré 4 ou 5 ans, et on a eu des battles, tout le monde, enfin il y avait du debout, il y avait du break, tout ça. Tout le monde, tous ceux de cette génération-là sont passés par le battle nomade. C'était vraiment le battle où les gens venaient pendant les vacances. Et alors les autres années, la finale se faisait dans le cratère de République, et c'était blindé à chaque fois. C'était une ambiance de malade. Et voilà, grosse dédicace encore à mes potes de proc, parce qu'on a fait des trucs de dingue ensemble, et que c'est des super souvenirs. Voilà. Ouais, j'y ai participé en 2005, je me souviens. Un contre un. Et donc, ouais, merci pour ces battles de ouf. C'était vraiment à chaque fois le rendez-vous. En plus, c'est juste en bas de chez moi, si on veut dire. Quand tu prends le métro, tu y vas. Donc, la première photo que tu as mise, c'est Omar Payette. Un grand merci à Omar Payette, qui a un rôle vachement important dans la photo, qui a travaillé avec. Il a été à l'IBO, Battle of the Year, il a fait plein de trucs. C'est le premier à se spécialiser dans le break. D'ailleurs, s'il veut peut-être se présenter en 2 secondes. Oui. Bonjour à tous, Dominique Omar Payette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, je suis photographe réalisateur. Et je regardais tout ce beau monde s'entraîner à côté de chez moi, parce que j'habite à côté du Palais des Beaux-Arts. Et puis, voilà, simplement, quand tu commences à voir tout le monde, c'est fou. Donc tu rentres dans l'énergie. Et puis j'ai senti que je pouvais amener quelque chose, peut-être j'ai senti que je pouvais amener peut-être quelque chose au niveau de créativité. Et j'ai commencé à proposer de faire des photos sur pas mal d'événements de danse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour pas mal de monde, à travailler aussi pour Nabil ou pour pas mal de compagnies de la région. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez retrouver beaucoup de photos de Omar Payette juste ici. Et donc là, la dernière grande thématique, la dernière vidéo qu'on va vous montrer avant de vous laisser avec les spectacles de Brainstorm et de Moustique. Alors... Ah bon.
Ça, je peux me finir mon histoire. Allez, bim. Voilà, on voulait terminer avec cette image de Brahim, en fait, quelqu'un qui lui a manqué de respect en lui disant « Ouais, de toute façon, t'es un old school, qu'est-ce qu'on va faire contre toi ?» etc. Et donc il lui a dit je dansais, t'étais même pas encore né. Je dansais, t'étais même pas encore né. Merci à tous d'avoir assisté Merci à cette beaucoup. conférence. Donc, vous pouvez retrouver le travail de B-Boy Knowledge sur sa chaîne YouTube. B-Boy Knowledge, c'est simple, il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu vous montrer parce qu'en 1h30, c'est chaud, mais le but c'est de faire plusieurs conférences comme ça et en fait d'augmenter le propos, en fait, d'avoir beaucoup plus de trucs à traiter et c'est là toute cette C'est pour ça qu'il y a mission plein de en flow. danseurs qu'on n'a pas cités, notamment des danseurs debout, en 1h30 on n'a pas le temps. Ouais. Et on est rentré en contact avec certains, donc à force de, s'ils veulent bien nous donner leurs archives, j'ai du mal. Allez. Bah voilà, c'est ça, on parlera plus de debout, on en fera des spéciales debout, enfin, il y a tellement de sujets, en 1h30 c'est trop court, donc on a vraiment chanté, désolé pour ceux qu'on a oubliés, certains en ont cité, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont donné des archives et qui nous permettent de faire ce travail. Merci au Flo, Merci à au l'équipe, Flo, et merci à à Maury. vous d'être venus Merci ce à vous, soir. Ah ouais, t'as quoi? Une photo? Bah moi je sais pas. Ah, pareil, avec un téléphone, prends un téléphone. Ouais, tu peux faire une petite photo carrément. Bien joué les gars.